Bonne année, bonne santé et bienvenue dans un nouvel épisode de PPPM Podcast. Cette année 2025, je suis déterminée à améliorer PPPM Podcast, notamment par vos commentaires, par vos réactions, par vos likes, par vos visionnages. Dites-moi ce que je pourrais améliorer, ce que vous voudriez voir et qui vous voudriez voir afin que l'on fasse de cette expérience notre expérience. Aujourd'hui, notre invité sera Lou de Rouen. Avec Lou, nous abordons alors plusieurs thématiques, notamment quelle est la place de la femme dans le monde de l'éloquence, comment elle s'est sentie dans ce monde-là, au début, à la fin, si elle a trouvé qu'il y avait une évolution, notamment dans les critères, dans la place de la femme sur scène, et si, aujourd'hui, la parole de la femme compte autant que celle d'un homme. Bon visionnage. Alors Lou, première question, qui es-tu ? Alors, qui je suis ? Donc moi, c'est Lou de Rouen, j'ai 21 ans. Je suis étudiante encore à Sciences Po Strasbourg et je fais beaucoup d'éloquence. Donc j'ai commencé l'éloquence il y a 2 ans et donc aujourd'hui je suis un peu lancée là-dedans et je continue dans ce domaine qui me plaît. Voilà. Génial. Qu'est-ce qui t'a conduit à prendre la parole en public ? Est-ce que c'était une nécessité, une envie, une rébellion ? Alors, ça a mis du temps parce qu'au début j'étais très timide. Donc c'est un peu le paradoxe entre souvent les gens qui prennent la parole en public, c'est pas forcément les personnes les plus extraverties, au contraire. Et donc j'ai mis du temps, sauf qu'à un moment donné je me suis dit j'ai envie de me faire violence, j'ai envie de découvrir quelque chose inconnu, de sortir de ma zone de confort. Et donc j'ai pris des cours en terminale. Donc quelques cours, enfin, en fait c'était proposé par un de mes profs, il faisait ça volontairement. Et j'ai pris 2 cours et j'ai vraiment adoré ça. Et après, en arrivant à Sciences Po, j'ai continué. Pareil, je me suis fait violence parce que là, on est dans un environnement où je connaissais personne à Sciences Po. Donc, je me suis dit, je me lance, j'ai pas peur, voilà, j'y vais. Et donc, je pense que c'était plus une envie et une nécessité de m'affirmer en tant que femme et en tant que Lou, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour que tu veuilles faire... parce que tu aurais pu le faire sur plusieurs terrains. Pourquoi l'éloquence ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce que quelqu'un t'a dit « Ah, tu pourrais faire ça ?» Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé toi-même ? Comment ça s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a encouragée à continuer. D'accord. C'est que je suis tombée sur des personnes qui m'ont vraiment dit « c'est fait pour toi, il faut que tu y ailles, il faut que tu continues ». Et donc je pense que s'il n'y avait pas eu ces personnes autour de moi, je ne serais pas allée aussi loin. Voilà. Donc l'entourage, ça compte. Ça compte. Ça compte beaucoup. Bien. Quand tu montes sur scène, est-ce que tu es toi-même, Lou, ou est-ce que tu incarnes un personnage ? On met du temps, je pense, à être pleinement soi-même sur scène. Parce que quand on monte sur scène, on enfile un masque. Forcément, c'est beaucoup de travail en amont. Et donc, être sur scène, c'est pas un lâcher-prise total. Je pense que c'est un masque. Et à mon avis, on progresse. On est peut-être de plus en plus soi-même. Mais je dirais pas aujourd'hui, ça serait mentir de dire que c'est pleinement la Lou qui est sur scène. Et même, c'est assez drôle, mais souvent... Quand on me rencontre, les gens me disent « mais t'es comme ça au quotidien », etc. Parce qu'ils me voient à travers les vidéos d'éloquence. Et je leur dis « bah non, au quotidien, je parle pas comme ça tout le temps ». Et du coup, non, c'est pas vraiment moi à 300%. Mais alors, qu'est-ce qui distingue la Lou sur scène et la Lou dans la vraie vie ? Qu'est-ce qui fait de « ah non, c'est pas moi sur scène et c'est moi là tout de suite ». La Lou sur scène, elle est dans le contrôle permanent. D'accord. Parce que elle a appris son texte, il faut que tout se déroule de A à Z comme elle l'a prévu. Et donc dans la vie, je lâche davantage prise, je suis moins dans le contrôle tout le temps. Donc je pense que c'est ça la grande différence. C'est sur scène, c'est vraiment un contrôle et il n'y a pas d'imprévu. En fait, ça c'est aussi un défaut parce que sur scène, parfois c'est bien de se laisser un peu, de jouer avec le public. Et du coup, de se surprendre à faire quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu dans son texte. Mais moi, j'essaie de tout anticiper. Est-ce que c'est un défaut, une qualité ? Est-ce que ça marche tout le temps ? Parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça fonctionne. Est-ce que tu as déjà lâché prise sur scène, une fois ? Ça m'est arrivé, oui, une fois de lâcher prise totalement et de jouer avec le public. Et en fait, c'est dans ces moments-là, souvent, qu'on apprécie le plus prendre la parole en public parce que, en fait, on fait un tout, en fait, on forme un tout avec le public et on a l'impression de vraiment ressentir ce qu'il ressent, de le faire réagir et ça c'est une sensation qui est magique. Donc ça m'est arrivé, pas souvent, mais j'aimerais bien que ça recommence et je vais tout faire justement pour tendre davantage vers une éloquence de l'imprévu.
en fait, j'ai envie de dire. Est-ce que l'improvisation, donc j'imagine que ça te fait peur quand même? L'improvisation, ça me fait peur. Ça te fait peur? Mais l'improvisation, ça ne s'improvise pas du tout. Ça se prépare? Ça se prépare, mais c'est quelque chose qui me fait beaucoup plus peur que préparer un discours, ça c'est sûr. Mais après, au quotidien, je pense qu'on est confronté à de l'improvisation tout le temps. Enfin, moi, avec ce que je fais, notamment avec les conférences, on ne peut pas préparer des questions comme ça et il faut évidemment s'adapter à la réaction de son interlocuteur. Donc, il y a toujours de l'improvisation, mais ça se prépare. Voilà. Et j'ai jamais fait de concours d'improvisation, totalement. Est-ce que la première fois où tu as réussi à lâcher prise sur scène et que tu as aimé ce sentiment, parce que tu fais un tout avec le public, ça t'a permis de vouloir moins contrôler les prochaines fois où tu allais monter sur scène? Ça m'a donné envie, ça m'a donné envie, mais d'un autre côté, il y a toujours un peu cette Lou qui a envie de contrôler les choses. Et donc, j'ai du mal à m'aventurer vers un lâcher-prise total et une improvisation totale. Qu'est-ce qui te fait le plus peur sur scène? Sur scène, en réalité, on a souvent peur avant de monter sur scène. Le trac, il est avant. Quand on est sur scène et qu'on a prononcé les premiers mots, en fait, la peur s'évapore, généralement. Et ça, c'est magique parce que pendant 5-10 minutes, on va être dans notre moment et on n'a pas tellement peur, en fait. Mais limite, on va avoir peur après. On va sortir de scène, on va dire « Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a une limite de blackout, non? Limite, c'est un blackout. En fait, on ne réalise pas ce qu'on est en train de faire. Et on sort de truc et on se dit « Oula !» Là, on réalise ce qui se passe. Mais donc, en fait, je pense que sur scène, j'ai pas peur. J'ai pas peur. En fait, j'ai tellement préparé en amont que pour moi, je peux pas avoir peur sur scène. Mais avant, je stresse et après, je stresse. Mais alors, ce qui te fait peur, est-ce que ce serait plutôt tes pensées? Dans le sens où, avant de monter sur scène, t'es là et tu dis « Mon Dieu, ça se trouve, ils vont me juger, ça se trouve, je vais écorcher un mot, ça se trouve, il y aura cette part d'imprévu. » Et le après, ce qui te fait peur, c'est de dire « Ah, je sais pas ce qu'ils ont pensé de ma prestation, est-ce que je l'ai bien fait, etc. » Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. C'est beaucoup... quand on monte sur scène, forcément, on est écouté, mais on est aussi regardé. Les gens nous jugent parce qu'on s'expose totalement, on se met à nu en fait, parce que déjà on va parler, dans notre texte forcément on va dire un peu de nous, de qui on est, la manière dont on s'exprime, la manière dont on se comporte, notre apparence physique, notre voix, tout est pris en compte. Et l'éloquence c'est un tout, en fait c'est tout ça à la fois. Et donc forcément on a peur de ce que les gens vont penser de nous, au début et après. Mais faire de l'éloquence, c'est combattre ça, en fait. C'est combattre le jugement des autres, c'est se dire je m'assume comme je suis. Donc évidemment, si personne n'a 100% confiance en soi et j'ai pas 100% confiance en moi sur scène, et justement, si j'y vais, c'est pour tendre vers plus de confiance en moi. Mais donc, on n'échappe pas à ce jugement, à cette peur du jugement d'autrui. Ça, c'est évident. Dans ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe où on a vulnérabilité, parce que tu montes sur scène et t'exposes un petit peu qui tu es, mais aussi, donc toi en l'occurrence, cette volonté de contrôle de A à Z. Qu'est-ce que t'en penses et comment est-ce que tu le vis ça? On est vulnérable quand on est sur scène, parce que on s'expose, comme je t'ai dit, on se met à nu et on s'expose au jugement d'autrui. Mais en fait, personnellement, j'anticipe tellement ces potentiels jugements que les autres peuvent avoir sur moi, etc., que je vais tellement travailler mon texte en amont. Au début, mes premiers concours, mais je les faisais au moins 10 fois devant mes parents, devant mes amis, pour savoir ce qu'ils en pensaient, etc., pour en fait avoir un peu leur validation. Et j'arrivais à monter sur scène et j'arrivais à proclamer les textes quand j'avais la validation des gens autour de moi. Parce qu'au début, en fait, y aller toute seule comme ça, j'avais du mal. Donc oui, il y a une balance entre les deux. D'un côté, on est vulnérable, mais d'un côté, j'essaye de combattre cette vulnérabilité en préparant en amont ce que je vais dire et ce que je vais faire. Donc faut essayer de trouver un juste équilibre. Mais après, la vulnérabilité fait aussi le charme de l'éloquence. Parce que c'est pas très agréable d'écouter des gens qui sont sûrs d'eux à 100%. C'est aussi chouette de percevoir que la personne, elle est humaine, que parfois elle va faire des erreurs, mais en réalité, c'est humain de faire des erreurs, et même ça peut rajouter un soupçon de légèreté à son texte, à sa prestation. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. Il ne faut pas bannir, je pense, une vulnérabilité totale. Donc ce que tu dirais, par exemple, aux personnes timides, c'est qu'il faut qu'il ait un bon entourage pour donner la confiance qu'il n'a pas en lui? Je pense que les personnes timides peuvent être, si elles sont bien entourées
Et si elles arrivent... En fait, s'entourer des bonnes personnes dans la vie, dans tous les cas, c'est essentiel et ça nous permet d'aller loin. Et donc, ces personnes timides, si elles arrivent à avoir des gens autour d'eux, des personnes positives qui leur donnent confiance en elles, elles foncent, qu'elles foncent. Parce que... Et puis, les gens sont aussi bienveillants. Parce que nous, on a peur, en fait, de se faire juger, mais en réalité, il n'y a personne qui ait jamais vu me dire en sortant d'un concours « C'était nul ce que tu as fait, c'était pathétique, t'étais ridicule ». Au contraire, et même si je l'étais, parce que parfois je l'ai été, personne ne me l'a jamais dit. On m'a toujours dit « C'est bien, t'as été courageuse ». Parce que les gens seront toujours, en fait, impressionnés par les prestations des autres, parce que c'est courageux de prendre la parole en public. C'est courageux de faire un discours devant 30, 100, 200 personnes. Et encore plus quand on est timide. Et donc, en fait, la victoire, elle est tellement immense qu'il ne faut même pas hésiter, en fait. Mais il ne faut même pas hésiter. C'est juste, la sensation, elle est magique. Donc, il faut y aller. Enfin, moi, à chaque fois, je rencontre des personnes qui sont un peu timides, etc. Mais je leur dis, mais foncez, ça va vous libérer. Mais vraiment. L'éloquence, est-ce que c'est un art qui peut t'émanciper ? Ou est-ce que c'est quand même une cage d'or où tu es toujours en recherche de perfection ? C'est un petit peu des deux. En fait, j'ai envie de dire, d'un côté, l'éloquence... déjà, je distingue éloquence et prise de parole en public. D'accord. Pour moi, l'éloquence... pour moi, la prise de parole en public, ça s'apparente davantage à savoir lire et écrire. Et l'éloquence, ça s'apparente à écrivain, par exemple. En fait, on va un peu plus loin. Et donc, la prise de parole... Voilà, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Et donc, dans l'éloquence, on essaye de répondre à des critères. Parce qu'évidemment, on participe à des concours. Donc, on essaye de gagner, souvent, et d'être le meilleur. Dans la prise de parole en public, c'est différent. La prise de parole en public, on va essayer de convaincre les gens qui sont autour de nous. On va essayer de les capter, de captiver leur attention. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Je pense que dans l'éloquence, qui peut, à la fin, devenir nocif, c'est cette volonté d'être le meilleur, en fait, de remporter le concours. Sauf que parfois... on n'arrive pas à remporter le concours, mais c'est une question aussi de circonstances. Ça dépend du jury, ça dépend du public, ça dépend aussi de nous, notre forme, notre prestation. Et donc, il faut essayer de s'affranchir un petit peu de ça, parce que sinon, ça peut vite rendre malheureux. Je vais parler d'une de mes expériences. J'ai perdu à 2 reprises la grande finale nationale d'éloquence. Et pour la deuxième, j'avais espoir de la remporter. Et je n'ai pas gagné cette finale. Et en fait, l'échec a été très compliqué parce que j'avais envie de gagner. Parce qu'en fait, voilà, on a envie, à un moment donné, on a été sélectionné, on a envie de gagner, on a envie de remporter la victoire. Et j'ai perdu. Et en fait, maintenant, avec du recul, je me dis, c'était pas grave. Et que si j'ai pas gagné, c'est que j'étais pas la meilleure à l'instant T. C'est que voilà, j'ai pas su convaincre le public, mais c'est pas grave. Donc, il faut s'affranchir de ça dans l'éloquence. Ce qui compte, en fait, c'est prendre du plaisir. On s'en fiche de gagner. C'est comment on arrive à prendre du plaisir sur scène, et on peut tellement en prendre. C'est ça qui compte le plus. Il y a plusieurs questions qui me viennent en tête. Déjà, la première, comment est-ce que tu t'es sentie quand t'as perdu ? La deuxième, est-ce que tu penses que quand même les critères sur lesquels vous êtes jugés sont subjectifs ? Parce que moi, je peux pas m'empêcher de croire que c'est quand même subjectif, même s'il y a une certaine grille d'évaluation. Déjà, réponds à ces 2 questions et après je te dirai la troisième. Alors, quand j'ai perdu, franchement, j'avais honte. T'avais honte ? J'avais vraiment honte. Parce que, évidemment, quand on participe à ces concours, on se met une pression immense. Et on a envie de rendre les gens qu'on aime fiers. On a envie de rendre les gens fiers. On a envie de se rendre fiers aussi. Et là, perdre, ça a été vraiment très dur. Enfin, je suis sortie du concours, j'ai pleuré, j'étais triste. J'ai pas fait d'éloquence pendant un petit bout de temps. Après, j'ai mis du temps à retrouver un petit peu ce plaisir-là. Donc, ça a été une étape difficile. Mais après, je pense qu'on apprend de ses échecs beaucoup plus que de ses réussites. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis contente d'avoir perdu, mais on va dire que grâce à ça, j'aurais fait d'autres choses. Et voilà, c'est pas grave. Et sinon, par rapport aux critères, je pense que passer un certain stade, comme tu le dis, c'est plus subjectif. Parce qu'au départ... quand on commence l'éloquence, il faut répondre à des critères. Les critères, ça va être savoir bien positionner ses mains, ses pieds, être ancré dans le sol, élever la voix, faire des pauses
faire des blancs, regarder le public dans les yeux. Voilà, il y a des critères comme ça de base. Mais une fois qu'on arrive à un certain stade, et notamment lors de la grande finale par exemple, nationale d'éloquence, ou dans les grands concours Lysias, etc., là, c'est davantage en fait la subjectivité qui prime parce qu'on va regarder quelle est la personne qui nous a le plus séduite, en quelque sorte. Est-ce que c'est celle qui nous a fait rire, qui nous a fait pleurer, qui nous a émus, qui nous a fait sourire? Donc ça dépend de chacun. Et en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est que dans les jurys, à la fin, lorsqu'on va débattre sur le gagnant ou la gagnante, souvent les préférés, ils varient en fonction des personnes. On va jamais en fait préférer la même personne parce que chaque discours va nous toucher différemment. Il y a certains discours qui vont pas du tout me toucher, qui toi vont te toucher énormément. Donc ça dépend, c'est assez subjectif. Et donc c'est là où ma troisième question vient, c'est que quand tu perds un concours d'éloquence, on a souvent tendance à prendre ça personnellement, à remettre en question ses capacités de s'exprimer en public, de savoir vraiment convaincre. En fait, on se remet vraiment en question sur toutes ses capacités. Et comment se détacher de ça si en fait c'est aussi subjectif et qu'en fait c'est vraiment une question de connexion, de style? L'humain est un compétiteur. Souvent, l'humain a envie de gagner et a envie d'être le plus fort, le meilleur. Donc, évidemment, lorsqu'on participe à un concours, c'est difficile, en fait, de prendre du recul et de se dire « les jurys sont subjectifs ». Et en fait, parce que forcément, on le prend pour nous. On va dire que si on n'a pas gagné, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur. C'est qu'on n'a pas réussi à convaincre, etc. Ce qu'il faut en fait faire, c'est se dire, est-ce que j'ai pris du plaisir? Il faut se poser cette question. Est-ce que pendant ce moment, j'ai pris du plaisir? Est-ce que j'ai réussi à capter l'auditoire? Est-ce que les gens, à la fin, souvent c'est ce qui se passe, même si on ne gagne pas, il y a toujours des personnes qui viennent nous voir en nous disant « Ah, c'était bien, ça m'a touché ce que tu as fait ». Et c'est ces petites victoires-là, en fait, qui font qu'on est heureux et qu'on a envie de recommencer après. La victoire en tant que telle, faut s'en détacher, il ne faut pas que ça soit l'objectif premier lors d'un concours d'éloquence. Déjà arriver à un concours d'éloquence, c'est fantastique. Enfin, faire un discours, avoir cette opportunité de parler devant 200 personnes et d'être écouté par ces 200 personnes, mais c'est incroyable. Dans un monde dans lequel on vit, où plus personne s'écoute, où on est tout le temps en train de se contredire, et qu'on n'est plus forcément ouvert au débat, et de se dire pendant 5 minutes, en fait, les gens m'écoutent que moi. Et je peux dire ce que je veux. C'est la plus grande des victoires. Est-ce que tu as toujours eu ce besoin d'être écoutée? Je pensais pas avant. Et de plus en plus maintenant. C'est pas forcément un besoin d'être écoutée. C'est un besoin de me sentir vivante. Et d'avoir l'impression d'être vivante aussi aux yeux des autres. C'est plus ça. Parce qu'être écoutée en tant que telle... c'est pas forcément quelque chose qui me tient forcément à cœur, mais c'est davantage me sentir vivante, je pense. Lou, dans mon dernier podcast, j'ai accueilli Pierre Foury, donc un de tes camarades de scène d'éloquence. Et je voulais particulièrement t'inviter ici parce que tu es une femme dans l'éloquence. Et c'est quand même, je trouve, assez rare de trouver des femmes dans l'éloquence. On voit souvent que ce sont des hommes. Quels ont été les plus grands obstacles pour toi, s'il y en a eu, dans ce monde de l'éloquence? Est-ce que tu as senti que ta place de femme en tant que telle t'avait empêché ou t'avait mis des obstacles dans ton parcours? Déjà, la première chose, c'est lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'éloquence, je regardais des vidéos sur YouTube et évidemment, je suis tombée que sur des vidéos majoritairement masculines, enfin avec des hommes. Et donc ça, c'était difficile au départ parce que lors de mes premiers concours, j'essayais de copier les hommes. Donc en fait, par exemple, je m'attachais les cheveux. J'avais jamais les cheveux détachés. Parce que j'avais envie de ressembler à un homme. Je me maquillais le moins possible. Enfin, en fait, j'essayais de cacher tous mes traits de féminité au maximum pour paraître un petit peu comme un homme. Parce que les seuls modèles que j'avais eus étaient des hommes. Donc évidemment, il y a des femmes, aujourd'hui, voilà, quand on s'intéresse plus profondément, il y a des femmes politiques qui sont très éloquentes. Voilà, il y avait Simone Veil et on peut trouver des femmes. Mais en tout cas, dans les vidéos de concours d'éloquence en tant que telles, c'était que des hommes à l'époque. Et ça l'est encore majoritairement aujourd'hui. Donc, le gros obstacle que j'ai rencontré, en fait, c'était au départ de me sentir légitime en tant que femme de participer à un concours d'éloquence. Sauf que j'ai eu cette chance immense d'être prise très rapidement, d'être sélectionnée très rapidement à la grande finale nationale. Et donc, je me suis
vite sentie légitime. Alors que dans mes premiers concours, c'était plus compliqué. Mais très rapidement, je me suis dit, si on m'a sélectionnée, c'est que je suis à la hauteur. Donc j'ai eu cette chance en fait que j'ai eu un parcours qui allait assez vite en fait, qui s'est très vite accéléré et donc très rapidement je me suis sentie à ma place. Mais au départ c'était pas facile. Et franchement, j'encourage toutes les femmes à prendre la parole en public et à participer à des concours d'éloquence parce qu'en fait on est autant éloquentes que des hommes et il faut juste qu'il y ait plus de modèles féminins et ça donnera envie en fait. Si on peut s'identifier à quelqu'un, plus facilement on se lance. Et toi, même en n'ayant personne pour t'identifier, parce qu'en l'occurrence tu voyais que des hommes dans les vidéos d'éloquence, etc., tu t'es quand même lancée ou tu avais quand même un exemple féminin ? À vrai dire, à l'époque, j'avais pas de modèle féminin. Mais je suis assez compétitive et j'aime bien me surpasser et sortir de ma zone de confort. Donc je me suis fait violence. Et après, je voyais quand même qu'il y avait des femmes autour de moi qui faisaient aussi l'éloquence. Donc j'étais pas la seule, évidemment, j'étais pas la seule du tout. Dans tous mes concours que j'ai faits, il y avait toujours des femmes. Donc j'avais pas non plus l'impression d'être une intruse. Donc ça, c'était aussi encourageant. Plus on est de femmes et plus on va y aller parce qu'on va être encouragé. Lou, tu ne cesses de répéter, je me suis fait violence. Je me demande d'où est-ce qu'elle vient, cette volonté d'autant te faire violence ? Est-ce que c'était parce qu'il y avait une violence qui était encore plus grande que celle-ci, où tu avais besoin de parler, où tu avais besoin d'être écoutée ? Qu'est-ce qui a fait que tu disais tout le temps, j'ai besoin de franchir ce pas ? À vrai dire, je pense que c'était un combat intérieur, un combat avec moi-même, de me prouver que j'étais capable de faire ce genre de choses. Parce que quand j'étais étudiante, en fait, j'ai eu un parcours assez chaotique. J'ai commencé 3e seconde, j'ai une crise d'ado assez longue, on va dire. J'étais en crise d'ado, je pense de la 5e jusqu'à la 1re. Et donc, j'étais un peu une ado, voilà, qui passait sa vie au café, en soirée, qui faisait pas des choses très intéressantes. Et en fait, à un moment donné, je me suis trouvée inintéressante, nulle nulle, quoi. Je m'appréciais pas et j'aimais pas la personne que j'étais devenue. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ok, là, stop, on va tout changer. Et donc, là, pour le coup, je me suis fait violence. J'ai commencé à travailler à l'école, donc j'ai eu Sciences Po. Je me suis bougée et c'était pareil dans l'éloquence, en fait. C'était des petits combats. En fait, c'était des victoires pour moi, pour me dire que j'étais capable de faire des choses que je trouvais, que je considérais. Parce que pour moi, intégrer une bonne école, c'était quelque chose qui était important et qui était valorisant. Pareil, des concours d'éloquence, c'était valorisant. Et donc, j'ai fait ces choses-là, je pense, pour me prouver que je pouvais être quelqu'un d'autre. C'est une façon de t'affirmer, d'affirmer ton identité, d'être fière de toi. C'est ça. Okay. Est-ce que tu as ressenti une différence dans la manière avec laquelle le public ou alors les jurys prenaient tes paroles ou ton discours parce que tu étais une femme ? Je l'ai ressenti majoritairement lors des questions. En fait, à la fin, souvent, il y a des questions à la fin des concours. Il y a un débat, en fait, entre le contradicteur qui vous est opposé. Et là, j'ai senti que les questions, en fait, qui m'étaient posées, étaient pas très justes. Et j'ai vraiment perçu la chose. Enfin, je me suis dit, on me pose ces questions-là parce que je suis une femme. Et j'ai pas vraiment apprécié. Donc, je pense que le fait qu'il y ait moins de femmes aujourd'hui en éloquence, c'est pas forcément que les femmes ont moins envie, c'est aussi parce que tout ce qui est autour, donc que ce soit les jurys, que ce soit le public, sont beaucoup plus exigeants et beaucoup moins sympathiques en fait avec la gente féminine. Je pense que ça vient, en fait, c'est un tout. Et donc, une femme sur scène va être différemment perçue qu'un homme sur scène, mais c'est pas essentiellement les candidats qui vont créer ça. Et souvent, les candidats, justement, c'est à l'opposé de ça. Moi, j'ai toujours été entourée d'hommes et à chaque fois, c'était fantastique, on s'entendait super bien et ça s'est toujours très bien passé. Mais ça venait plus du public et du jury. Et pourquoi tu penses qu'il y a cette forme d'hostilité ? Parce qu'on est peut-être encore une société un peu macho sur certains aspects, que les critères de la prise de parole en public sont fondés sur des critères masculins. Et petit à petit, les femmes commencent à prendre la parole en public, il y a de plus en plus de femmes en politique, il y a
plus en plus de femmes qui travaillent, qui sont chefs d'entreprise, mais c'est encore assez peu. Et donc on n'a pas l'habitude, en tout cas pas assez l'habitude, de voir des femmes au pouvoir prendre la parole. Est-ce que tu saurais dire quels seraient des critères masculins que du coup une femme ne pourrait pas cocher ? Les critères masculins, c'est déjà quand on voit un homme dans un concours, il va avoir une gestuelle très masculine. Il va faire beaucoup d'humour. Mais une femme, quand elle fait de l'humour, c'est rare qu'elle fasse rire. Un homme va crier. Une femme, si elle crie, elle va être hystérique. Un homme va faire du pathos. Une femme, si elle commence à faire du pathos, oh là là, c'est une victime. Enfin, voilà, en fait, ça va très vite. Et je généralise pas, tout le monde ne pense pas comme ça. Et heureusement, on progresse. Mais je pense que l'origine de cette inégalité entre les femmes et les hommes dans ce milieu-là, ça vient de là. Ça vient de cette conception qu'on peut avoir de la société. Est-ce que tu ressens une évolution dans ces critères-là, dans ce monde-là ou pas ? De plus en plus aujourd'hui, parce que je suis jury dans beaucoup de concours, dans des écoles en France. Il y a de plus en plus de femmes, en fait. Mais vraiment de plus en plus. Et souvent, c'est elles qui remportent les concours. Et donc, oui, il y a une évolution. Ça, c'est sûr, c'est certain qu'il y a une évolution. Je pense juste que lorsqu'on arrive à un niveau assez élevé, là, c'est plus compliqué. Mais franchement, il y a une évolution et ça, il faut le dire. Tu penses qu'il y a un plafond de verre dans cette évolution ? Parce que tu me dis, arriver à un niveau, c'est compliqué. Il y a un plafond de verre. Dans tous les domaines. C'est comme en politique, c'est comme dans les entreprises. Partout, il y a un plafond de verre. Et il faut que les femmes, justement, elles cassent ce plafond de verre. Mais là, en l'occurrence, par exemple, si on reprend le concours national d'Aix-en-Provence, il n'y a aucune femme qui l'a jamais remporté, ce concours. Dans cette différence entre les hommes et les femmes, et comment ils sont jugés au niveau d'éloquence, comment est-ce que toi, Lou, t'as réussi à balancer force et douceur ? Est-ce que j'ai réussi, déjà ? Est-ce que tu penses que tu as réussi ? Eh bien, justement, je ne suis pas sûre. Parce que lors de mon premier discours, par exemple, j'étais assez autoritaire. Et justement, là, j'avais envie de encore copier les hommes, etc., d'être dans ce mouvement-là. J'étais assez autoritaire. C'était un discours. J'ai à peine souri. J'ai revu la vidéo et je crois que j'ai à peine souri pendant le discours. Donc, d'ailleurs, je ne me reconnaissais pas. Sur la vidéo, je ne me reconnais pas. J'ai l'impression d'être une dictatrice. C'est assez bizarre. Et lors du deuxième concours, là, cette fois, j'ai essayé d'être beaucoup plus douce. Donc, j'ai lâché mes cheveux, j'ai souri, j'étais beaucoup plus souriante, j'ai essayé de faire de l'humour, d'être beaucoup plus douce. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché ? Non, ça n'a pas marché. Donc, je pense que je n'ai pas encore du tout trouvé mon style à 300%. Il y a des choses que j'adore faire, de la poésie et que je fais beaucoup sur les réseaux qui me correspondent, mais ce n'est pas des discours en entier. C'est des discours qui durent 1 minute. Ça n'a rien à voir avec un concours. Donc, je pense que je n'ai pas encore trouvé mon style. Après, est-ce qu'on arrive vraiment à trouver son style ? C'est difficile. C'est difficile ? C'est difficile de trouver son style, voilà, parce que les modes évoluent, parce que les temps changent. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu as interviewé Pierre Faury, c'est assez drôle, mais quand on est jury avec Pierre, en fait, on voit des mini-Pierre partout. C'est vrai ? Oui, parce qu'aujourd'hui, Pierre, c'est la référence dans l'éloquence, et les gens, en fait, copient le style de Pierre. Et donc, ce qui est en même temps super, parce que ça motive les gens à faire de l'éloquence, etc. Mais il faut aussi faire attention, parce qu'à la fin, in fine, les discours sont plus tellement authentiques. Et on n'est jamais bon quand on copie quelqu'un. Ce qui est chouette en éloquence, c'est quand on incarne quelque chose de nouveau et quelque chose qui nous ressemble. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la petite Lou, à la Lou de 10 ans À la Lou de 10 ans, je lui dirais que ça va aller et qu'elle va faire des belles choses et qu'elle sera fière d'elle. Et puis, il faut qu'elle arrête de se torturer avec ce que pensent les autres. Et puis, qu'elle soit un peu plus soi-même. Je pense que je lui dirais ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, t'es parvenue à te détacher plus du regard des autres ? Aujourd'hui, oui. Comment est-ce que t'as fait ça ? Je pense qu'on arrive à s'affranchir du regard des autres lorsqu'on assume qui on est. Davantage. En fait, lorsqu'on est conscient de ses défauts, de ses qualités. Et lorsqu'on est conscient de ses défauts, en fait, si quelqu'un nous attaque sur nos défauts, oui, c'est quoi le problème ? J'en suis consciente. Et si t'aimes pas cette partie-là de moi, tant pis. Me fréquente pas.
ne regarde pas ce que je fais ou voilà, ne me parle pas, c'est pas grave. Et donc de plus en plus, j'arrive à m'affranchir du regard des autres. Mais c'est surtout en grandissant. C'est difficile quand on est au collège, quand on est au lycée, quand tout tourne aussi autour de l'apparence. De l'apparence, même avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Là, c'est difficile, je trouve. Et vraiment, dans ce monde actuel, là, avec les réseaux sociaux, ça doit être vraiment dur pour les jeunes collégiens, les jeunes lycéens et lycéennes. Franchement, je leur envoie tout mon courage parce que ça doit être compliqué. Quelles sont les parties chez toi que tu as eu plus de mal à accepter ? Je suis assez maniérée. Et quand j'étais petite, j'étais encore plus. Et ça, on me l'a souvent reproché. Et donc, j'avais du mal un peu à l'assumer au départ. Mais maintenant aussi, je me suis un peu moins maniérée qu'avant quand même, parce que forcément, quand on grandit, on est plus sûr de soi. Et quand on est maniéré, c'est quand on cache aussi quelque chose et qu'on essaye de... C'est une sorte de masque qu'on va enfiler pour se cacher finalement. Et donc maintenant, je l'assume. Voilà, c'est ma personne, c'est comme ça. Quelle est du coup la croyance, est-ce qu'il y en avait une d'ailleurs, qui est restée profondément ancrée en toi et qu'aujourd'hui peut-être t'as remis en question et tu t'es dit ah bah c'est peut-être pas le cas. Donc comme je t'ai dit, je suis dans le contrôle. Et comme je suis dans le contrôle, j'essaye au maximum de contrôler mes émotions. Et avant, je pensais pertinemment qu'il y avait très peu de choses qui pouvaient me rendre triste. Et en fait, j'acceptais pas vraiment de pleurer, d'être triste. Et là, de plus en plus, j'accepte de pleurer, j'accepte de pleurer devant les gens. Et en fait, c'est génial parce que ça nous libère et c'est incroyable. Et en fait, c'est pas un signe de faiblesse, mais j'avais un peu cette conception-là de la chose. C'est pas du tout un signe de faiblesse et c'est libérateur de pouvoir exprimer ses sentiments. Donc, sur ça, je dirais aussi à la petite fille, à la petite Lou de 10 ans, que c'est pas grave de pleurer, que tu as le droit de pleurer et tu resteras courageuse même si tu pleures. Est-ce que le fait que t'aies cru devoir garder toutes ces émotions pour toi quand t'étais petite, ça s'est aussi caractérisé par le fait que tu veuilles monter sur scène et que enfin tu t'imposes et que tu dises voilà maintenant c'est moi, c'est Lou, c'est mon identité, c'est ce que je ressens et je vais parler et là vous allez m'écouter. C'est un peu ça, c'est un peu ce cheminement-là, c'est de dire maintenant... Après c'est aussi dangereux parce que c'est une rupture radicale. C'est de dire avant j'étais comme ça, maintenant je vais être comme ça et maintenant je suis comme ça. Et je m'impose cette personne-là. Je m'impose par exemple de pleurer, j'ai le droit. Mais il faut faire attention aussi à ça parce que parfois on rentre dans un schéma où ça va être trop en fait. Et donc après, par exemple moi pour l'éloquence, je me dis maintenant c'est bon, je prends la parole en public, je fais l'éloquence. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut dire ok mais pourquoi je fais ça en fait ? Est-ce que c'était juste pour me prouver quelque chose ? Ou est-ce que c'est vraiment un besoin ? Est-ce que je veux aller plus loin avec ça ? Est-ce que je veux en faire mon métier ? Faut se poser des questions, il faut aussi s'interroger. C'est bien d'accomplir ses objectifs, mais après, il faut prendre du recul et se poser les bonnes questions. Quel est le plus grand paradoxe que tu portes en toi, Lou ? Est-ce qu'il y en a un ? Deux choses qui s'opposent et pourtant qui émergent en toi, qui font que tu es Lou et des fois t'écoutes plus une partie, des fois t'écoutes plus l'autre. Alors, je dirais évidemment que je pense que tout humain est fait de paradoxes, mais je dirais qu'il y a une partie de moi qui est constamment dans le contrôle, constamment dans la préparation, dans la nécessité de comprendre l'environnement dans lequel j'évolue, et une partie de moi qui me dit mais lâche prise, arrête, c'est pas grave si tu te trompes. C'est pas grave si tu fais une erreur, c'est pas grave si tu te ridiculises. Mais en fait, il y a ces deux côtés-là. Et donc, d'un côté, si un jour je me ridiculise ou je fais quelque chose de ridicule, il va y avoir le petit démon qui va dire « Ah là là, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Faut que tu arrêtes tout, c'est bon, fini là, l'éloquence, tu prends plus la parole en public. Tu restes dans ton trou et tu te montres plus. Et de l'autre, il y a cette petite voix qui me dit « Mais on s'en fiche, vas-y, fonce. Si tu le fais pas, d'autres le feront. Et puis on s'en fiche, tout le monde est un jour de ridicule et le ridicule ne tue pas. » Donc je pense que c'est ces deux côtés-là. Mais à mon avis, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont ce petit ange et ce petit diable. Quel aspect de ta personnalité t'a pris le plus de temps à comprendre et à accepter ?
ma volonté ma volonté d'exister. En fait, c'est ça. C'est que j'ai mis du temps à comprendre pourquoi je faisais l'éloquence. Et en fait, j'ai compris, c'est parce que j'avais ce besoin d'exister auprès des autres. Ce besoin, en quelque sorte, peut-être de briller. Et en fait, j'acceptais pas vraiment ça parce qu'avant, j'aimais pas être au centre de l'attention. Et j'aime toujours pas être au centre de l'attention. Enfin, je déteste mon anniversaire. J'aime pas faire de fête. Je déteste fêter mon anniversaire. C'est pas quelque chose qui me met à l'aise. Mais j'ai ce besoin d'exister auprès des gens. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Et je pense que je suis en train de le comprendre. Et c'est aussi difficile, je trouve, dans notre société, d'affirmer, d'assumer qu'on a envie d'exister, qu'on a envie de briller. Voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est tabou. Et aujourd'hui, j'apprends à le dire plus. Et j'essaye de l'assumer et donc d'évoluer en fonction de ça. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'avant, tu étais transparente ou alors que certaines choses, certaines personnes cachaient ta lumière pour qu'aujourd'hui, tu aies ce besoin d'exister ? En réalité, non, j'ai pas eu ce sentiment qu'on cachait ma lumière. Je pense que juste j'étais timide. Et quand on est timide, forcément, on se manifeste moins et donc vous existez moins aux yeux des autres, même si les personnes qui vous sont proches vous considèrent. Mais en général, les gens vont peut-être moins faire attention à vous. Donc je pense que j'avais envie en fait que les gens fassent attention à moi. Voilà. Lou, si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, laquelle ce serait ? Il y a une citation de Jacques Brel que j'aime beaucoup. C'est le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est l'avoir envie de faire quelque chose. Et le reste, c'est de la sueur et c'est du travail. Et j'essaye d'appliquer cette citation en fait à ma vie parce que je suis totalement d'accord avec celle-ci. En réalité, le talent, ça n'existe pas. Et ce qu'il faut, c'est du travail, c'est de la motivation. Il faut de la discipline. Et en fait, pour réussir dans quoi que ce soit, il faut être discipliné et il faut faire des sacrifices. Il faut accepter de faire des sacrifices, là. Et donc, les gens, souvent, qui disent « Oh là là, mais toi, t'as de la chance, tu fais ça. » Souvent, quand il y a des personnes qui réussissent autour de vous, ils vont beaucoup entendre ça. « Oh là là, t'as de la chance, etc. » Mais en fait, non, c'est pas de la chance. C'est qu'il a travaillé, c'est qu'elle a fait des sacrifices, elle est plus sortie, elle a changé ses habitudes, elle a été disciplinée. Voilà. Donc, le talent, ça n'existe pas. Wouh, merci Lou. Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.